Bonsoir à toutes et à tous. Nous allons faire une présentation de la PNL et je vais avoir le plaisir donc de vous présenter quelques diapositives. Je me présente d'abord, je suis donc Philippe Dupont, je suis consultant formateur depuis 1987 et j'anime des formations en PNL bien sûr et dans toutes les gammes de développement personnel, communication interpersonnelle et pédagogie. Je vais donc lancer ce diaporama que voici et qui va donc nous parler de PNL. Ça marche pas. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que la programmation neuro-linguistique? La PNL est une approche des sciences humaines qui vise l'efficacité dans nos performances. D'une certaine façon, on parle de modélisation de l'excellence. Modélisation parce que ses fondateurs ont pris des modèles, des personnes qui avaient une réelle compétence dans la communication et qui étaient excellents dans cette communication. Et ils ont pu modéliser, c'est-à-dire tirer parti de l'ensemble des fonctionnements des différentes personnes pour en tirer un fonctionnement général, un modèle qu'ils ont ensuite été capables de reproduire. C'est ce qui a donné la PNL. On peut dire que chaque individu vit sa vie de façon subjective et que la PNL recherche à comprendre l'expérience subjective de chaque individu. Les buts de la PNL, c'est se réaliser, faire en sorte que chacun puisse réussir sa vie en s'épanouissant, en croissant, en allant toujours un petit peu plus loin là où chacun souhaite aller. Et ça sert à obtenir les conditions nécessaires pour mieux justement communiquer avec les autres et d'abord être en accord avec soi-même. Le fait d'être bien avec soi permet ensuite de mieux communiquer avec les autres. Et nous verrons qu'il y a entre autres une stratégie d'objectifs qui nous permet d'atteindre tous les objectifs que nous souhaitons à condition de s'être posé les bonnes questions. Dans quel domaine s'applique la PNL? Eh bien, dans tous les domaines de la communication efficace, dans le commercial, dans le management, mais également dans la formation, dans l'enseignement, dans la pédagogie, c'est-à-dire l'enseignement des enfants, mais également dans l'andragogie, un mot un petit peu moins utilisé, mais qui signifie bien que la formation des adultes ne se fait pas de la même façon que la formation avec les enfants. Les personnes qui font de la formation pour adultes savent bien que si elles considèrent qu'en face, ils ont un public d'enfants, eh bien très rapidement, ça ne va pas fonctionner. Et inversement, une maîtresse d'école, une institutrice ne pourra pas avoir un comportement comme si elle avait des adultes en face d'elle-même. Ça sert également dans le changement, dans tout le développement personnel, c'est-à-dire dans la thérapie ou dans le coaching, dans la santé. La modélisation de l'excellence, c'est l'idée que si une personne peut le faire, une autre peut le réussir aussi, si elle le souhaite et si elle a envie de s'en donner les moyens. Donc l'origine de la PNL, ce sont deux personnes qui se sont rencontrées, John Grinder et Richard Bandler, dans les années 70, et qui ont eu l'idée que est-ce qu'il existe des individus qui ont une communication particulièrement réussie. Et on verra qu'ils ont été chercher un certain nombre de modèles. D'autres personnes les ont ensuite secondés, Leslie Cameron Bandler, Madame Bandler, Judith Delosier, qui était Madame Grinder, David Gordon, qui encore a continué dans cette lignée en travaillant sur les contes et les métaphores thérapeutiques, et encore actuellement Robert Dills, qui continue, toutes ces personnes continuent à faire avancer la PNL. Alors, comment ça s'est passé justement? Eh bien, donc, quand John Grinder a rencontré Richard Bandler, ils ont eu l'idée d'aller observer que faisait M. Fritz Perls, qui était psychanalyste et qui est à l'origine de modèle de communication bien connu qui s'appelle la Gestalt. Et donc, ils ont été modélisés Fritz Perls ainsi que Virginia Satir,
qui avait transgressé un interdit, à savoir qu'elle faisait de la thérapie en recevant plusieurs personnes simultanément, une famille, par exemple, le père, la mère et l'enfant qui étaient supposés avoir des difficultés. Eh bien, tout ça étant fonctionnant dans un système, Virginia Satir recevait l'ensemble de la famille en même temps et avait de très très bons résultats. Dans un deuxième temps, ils ont été modélisés, un psychiatre très connu, Milton Erickson, qui avait remis au goût du jour l'hypnose, il était lui-même un hypnothérapeute, et que ce qui a donné ce qu'on appelle aujourd'hui sous le nom de hypnose ericksonienne. Alors bien sûr, comme le disait une personne, si nous voyons aujourd'hui aussi loin, c'est parce que nous sommes jugés sur les épaules des géants qui nous ont précédés. À savoir que tout ça ne s'est pas créé du jour au lendemain et que d'autres personnes étaient arrivées avant. C'est ce qu'on appelle les influences. Donc, il y a eu entre autres William Ashby, à l'origine de la cybernétique et du concept de feedback. Le feedback, qu'on peut traduire par nourriture en retour, est l'information qui nous permet de savoir si, dans un fonctionnement, le résultat que j'obtiens correspond à ce que j'en attendais. Et donc, si ce feedback m'informe que je me suis rapproché de l'objectif, eh bien, je vais faire plus de la même chose. Inversement, si je m'aperçois que je m'éloigne de l'objectif ou qu'en tout cas, je ne me rapproche pas, eh bien, je vais essayer autre chose. Noam Chomsky, pour la grammaire générative, avec Alfred Korzybski, qui lui-même avait été dans la sémantique générale, ces personnes-là nous ont permis de comprendre l'importance des mots et l'importance de la sémantique, c'est-à-dire du sens des mots dans une phrase. Et on sait bien que, par exemple, le mousse gratte la mousse. Eh bien, le mousse sur un bateau qui gratte la mousse, le même mot ne va pas avoir du tout le même sens selon sa position dans la phrase. De même que, par exemple, si vous écrivez « les poules du couvent couvent », eh bien, vous verrez que vous écrivez deux fois le même mot et pourtant, il ne se prononce pas de la même façon. Gregory Bateson, qui est à l'origine de la création de l'école de Palo Alto, sur lesquels se sont appuyés John Greener et Richard Bandler, et qui était lui-même à l'origine de la notion de stroke, de signe de reconnaissance, tel que ça a été défini dans l'analyse transactionnelle, et qui ont été, avec toutes les personnes de l'école de Palo Alto, à l'origine des thérapies brèves. William James également, qui avait, bien avant tous ces gens-là, dans les années, dans la fin du 19e siècle, pris conscience que les mots ne sont pas ce qu'ils désignent et que le mot pluie ne mouille pas. Donc la PNL s'appuie sur un certain nombre de postulats qu'on appelle également des présupposés. Présupposés ou postulats parce qu'il est très difficile de les prouver et en constatant en même temps tous les jours que c'est vrai. Vous savez qu'on peut dire que tous les corbeaux sont noirs, mais qu'il faudrait, pour prouver le contraire, trouver un corbeau blanc. Simplement, donc tant qu'on trouve des corbeaux noirs, on peut continuer à affirmer que, effectivement, tous les corbeaux sont noirs. Eh bien, dans ces postulats de la PNL, un des plus importants est que la carte n'est pas le territoire, c'est-à-dire que la représentation que j'ai de la réalité du monde n'est pas le monde, qu'un certain nombre de filtres vont intervenir et que je ne peux pas être informé de l'ensemble de ce que je pourrais voir ou entendre, tout simplement parce que mes yeux n'ont pas la capacité de voir, par exemple, infrarouge et ultraviolet. Et donc, chaque personne a une vision du monde qui est unique, et donc que chaque carte est unique. Un autre postulat important, c'est que nous ne pouvons pas ne pas communiquer. À partir du moment où je ne souhaite pas dire bonjour à quelqu'un qui arrive en face de moi, eh bien, je suis en train de lui communiquer que je ne souhaite pas lui dire bonjour simplement en faisant semblant de regarder ailleurs. C'est donc déjà une communication dans le fait de vouloir ne pas communiquer. Un autre présupposé très important part du principe que, comme le dit dans la sagesse populaire, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Eh bien, on peut avoir une bonne intention et avoir un résultat pas du tout satisfaisant. C'est la PNL qui donc nous invite à faire la différence entre le comportement et cette intention. Et le postulat dit que tout comportement a, pour la personne qui agit, une bonne intention ou une intention positive.
il est difficile parfois d'admettre ce postulat. On peut simplement comprendre que si un petit garçon va aller arracher des fleurs dans le jardin public pour les offrir à sa maman, eh bien son intention est bonne, il avait envie de faire plaisir à sa maman, mais le comportement, lui, est inapproprié. Et le comportement doit être changé, alors que l'intention positive est parfaitement juste. De même que nous faisons la différence entre l'identité de qui je suis et les comportements que nous avons. Et donc, nous ne sommes pas nos comportements. Si je dis à un enfant « tu es idiot », eh bien, on peut considérer que c'est au niveau de son identité que c'est définitif. Et ça, c'est pas acceptable, parce que ça veut dire qu'il n'a aucune porte de sortie pour pouvoir s'améliorer. Si je lui dis « ce que tu fais est idiot », eh bien, il lui suffira d'arrêter son comportement pour pouvoir justement sortir de cette idiotie. Et donc, il est important de faire la différence entre l'identité et le comportement. Et comme nous le voyions tout à l'heure, la carte n'est pas le territoire. Pourquoi? Parce que notre vision du monde est limitée par nos filtres. Des filtres qui sont de trois catégories, des filtres biologiques, culturels et personnels. Biologiques parce que tout simplement mes yeux ne voient pas, comme je le disais tout à l'heure, ni les infrarouges, ni les ultraviolets. Et que, âgé de plus de 50 ans, quand je regarde ma montre, je vois que les chiffres sont flous, à moins que je mette des lunettes. Et donc j'ai des filtres biologiques qui baissent d'année en année. Et de même que mon chien, qui a une très très bonne audition, eh bien, va entendre beaucoup plus de choses que moi. Donc ces filtres biologiques à lui sont plus performants. Mais nous avons également des filtres culturels qui nous disent ce qui doit être fait ou ce qui ne doit pas être fait selon un certain contexte. Par exemple, si je suis en Occident, je vais tendre la main pour dire bonjour. Si je suis en Orient, eh bien, je ne tendrai pas la main pour dire bonjour. Donc, il y a des choses qui se font dans un certain monde, mais qui ne se font pas dans d'autres mondes. De même, nous avons des filtres personnels, parce que culturellement parlant, j'ai vécu un certain nombre de choses dans ma vie personnelle ou dans ma famille, ou dans mon éducation familiale, qui font que je pense qu'un certain nombre de choses se font et d'autres ne se font pas. Tous ces filtres nous limitent dans notre vision du monde. Nous voyons que la notion de modèle du monde se résume à « il y a une réalité qui est à l'extérieur de moi et auquel je n'ai pas entièrement accès ». J'y ai accès par un ensemble de sens que j'utilise au quotidien, les 5 sens, qui sont donc le visuel, l'auditif, le kinesthésique, tout ce qui est de l'ordre du toucher, l'olfactif et le gustatif. Et donc, on voit que ce VACO, qui reprend les initiales, eh bien, ce qui me permet d'avoir des informations sur la réalité et qu'entre autres, mes filtres biologiques ne sont pas aussi performants. Et puis, on retrouve donc les filtres socioculturels et individuels. Ce qui va me donner une représentation de la réalité, qu'on pourrait appeler une carte du monde, qui va me permettre de créer un modèle du monde qui sera personnel et unique. Et donc, en fonction de mes croyances, en fonction de ce que j'ai appris, je vais avoir une vision du monde qui est restrictive. Nous savons que les limites des choses qui sont possibles ou impossibles ne sont pas dans le monde, mais dans la représentation que nous en avons. Si vous essayez de relier ces 9 points par 4 segments de droite, sans lever le crayon, eh bien, si vous vous limitez à l'espace des 9 points, cet objectif est impossible. Personne encore aujourd'hui n'a trouvé de possibilité de relier ces 9 points par 4 segments de crayon, à moins de sortir du cadre, à moins d'aller chercher des solutions à l'extérieur de là où je m'enferme. Avec la petite démonstration suivante que voici, je vais pouvoir relier ces points en prenant des segments, des points qui sont à l'extérieur des 9 points. Et là, effectivement, je peux réaliser l'objectif que je m'étais fixé de relier les 9 points par 4 segments. Une autre histoire peut nous illustrer cette même difficulté des limites du monde. Elle est racontée par un personnage très connu de l'Europe centrale qui s'appelle Nasruddin. Une histoire drôle de Nasruddin qui peut paraître
totalement absurde et qui en même temps a énormément de sens. C'est l'histoire de Nasruddin qui est en train de chercher ses clés une nuit au pied d'un réverbère. Et il tourne autour de ce réverbère en regardant par terre de façon proche et il ne trouve rien. Un ami à lui passe à côté et lui demande « Qu'est-ce que tu fais, Nasruddin ?» Et il dit « Tu vois bien, je cherche mes clés, je les ai perdues. » Et son ami, très gentiment, dit « Attends, je vais t'aider, nous allons les chercher ensemble. » Et l'ami et Nasruddin continuent à chercher au pied du réverbère et très rapidement, l'ami lui dit « Es-tu sûr de l'avoir perdue ici parce que vraiment, elle ne semble pas là ?» Et Nasruddin répond « Non, non, je ne les ai pas perdues ici, je les ai perdues dans mon jardin. » Et là, son ami est totalement interpellé, il dit « Mais c'est complètement idiot, pourquoi tu cherches ici dans la rue au pied de ce réverbère alors que tu les as perdues dans ton jardin ?» Et Nasruddin lui répond avec beaucoup d'aplomb « C'est parce qu'ici, il y a de la lumière. » Cette histoire peut paraître totalement absurde, elle est pleine de sagesse. Parce que les 9 points de Meyer, c'est exactement la même chose. À savoir, nous cherchons les solutions là où nous avons envie de les trouver et non pas là où elles pourraient être. Et pour cela, il faut sortir du cadre, il faut sortir du rayon de lumière du réverbère et aller chercher les clés là où elles sont, c'est-à-dire dans le jardin. De même qu'il faut aller chercher la solution des 9 points à l'extérieur de ces 9 points. Et donc, comme nous pouvons le conclure à l'instant, les limites ne sont pas dans le monde, mais dans la conception que nous en avons. Communiquer avec efficacité, un des objectifs de la PNL. On l'a vu, on ne peut pas ne pas vouloir communiquer. Et que quand nous communiquons avec 3 canaux. D'abord, il y a les mots que je prononce. Un certain nombre de mots qui vont avoir une certaine signification. Bernard dit « Bob est en retard ». Mais paraverbalement, c'est-à-dire à la façon dont je vais prononcer cette phrase, elle peut prendre un tout autre sens. Bernard dit « Bob est en retard ». Bernard dit « Bob est en retard ». Et vous voyez qu'à chaque fois, ça inverse le sens de la phrase, simplement dans sa prononciation. Et puis nous communiquons également avec notre corps, c'est-à-dire les gestes, la posture, le visage, les expressions des sourcils, le regard. Tout ça communique beaucoup plus même que ce qui est de l'ordre du paraverbal ou du verbal. Et donc on communique beaucoup plus qu'on ne pense communiquer. Et nous avons les capacités également, par rapport à notre interlocuteur, de percevoir beaucoup plus qu'on ne le croit. C'est-à-dire que nos sens sont capables de percevoir des micro-communications que intellectuellement et de façon intelligible, nous ne pensons pas avoir enregistrées. C'est ce qui donne une communication beaucoup plus subtile qu'on ne le pense. La communication qui est d'ailleurs une boucle de rétroaction. C'est-à-dire que quand je suis dans une interaction avec une personne, eh bien, je vais communiquer vers elle un certain message, mais simultanément, elle va communiquer vers moi un ensemble de choses. Et si je vois mon interlocuteur regarder sa montre alors que je suis dans une explication, eh bien, je vais présupposer que cette personne est pressée, ou en tout cas qu'elle pense à autre chose, qu'elle est inquiète de rater son train et qu'elle est moins disponible à la communication. Donc on voit encore que la communication passe par ces 3 canaux, de verbal, paraverbal et non-verbal, mais également au niveau du conscient et de l'inconscient, puisque tout n'est pas perçu de façon consciente. Et nous voyons également qu'elle peut se situer à 2 niveaux, au niveau du contenu, c'est-à-dire ce que j'ai à dire, mais également au niveau de la relation. Et là, on pourrait avoir un petit graphique sur 2 axes, qui serait contenu et relation. Si je suis dans un contenu sans relation, eh bien, c'est quand je suis dans du factuel extrêmement froid, extrêmement informatif, et totalement dépourvu de liens et de chaleur humaine. Si je suis au contraire dans un axe complètement sur la relation, mais pas sur le contenu, eh bien, ce serait un axe où je suis avec des amis, et je rigole, et je suis dans une convivialité et une complicité, mais qu'il n'y a pas d'information particulière à faire passer. Quand je suis dans un entretien et que je vais faire de la formation, du coaching, de l'enseignement, là, j'aurais besoin d'avoir les deux. C'est-à-dire, je fais passer un message, mais en plus, je crée un lien avec mes interlocuteurs pour qu'ils se sentent en confiance et en bonne relation. Et là, j'ai une très bonne communication. Donc, la PNL va également nous apprendre à gérer nos états internes, c'est-à-dire nos émotions.
puisque nous savons que les faits extérieurs, nous ne pouvons pas ne pas leur donner de sens. C'est une double négation qui est importante, parce qu'au niveau du cerveau reptilien, c'est-à-dire notre cerveau ancestral, il ne nous est pas possible de ne pas donner du sens aux choses. Prenez un exemple extrêmement simple, il est 2 heures du matin, vous venez d'entendre un bruit dans l'appartement ou dans votre pavillon, eh bien vous souhaitez absolument savoir d'où vient ce bruit. Est-ce que c'est un cambrioleur qui s'est introduit dans la maison, ou est-ce que c'est simplement un courant d'air qui a fait claquer une fenêtre? Mais vous avez besoin de savoir quel est le sens que vous devez donner à ce bruit. De même, si vous marchez dans la campagne entre chien et loup, et que vous voyez une forme sombre au milieu du chemin, et vous avez besoin de savoir si c'est un vêtement tombé d'un tracteur, un tas de paille ou un animal blessé. Et donc, nous devons donner du sens aux choses et apprendre à gérer le sens va nous permettre de gérer derrière les états internes qui en découlent. Et donc, ces états internes, nous pourrons choisir d'être connectés à eux, d'être associés. Si j'ai dans une relation amicale avec quelqu'un, si j'ai une émotion agréable, tant qu'à faire, autant en profiter, je peux me sentir associé à cette émotion. Inversement, si j'ai quelqu'un en face de moi qui est agressif ou en colère, je vais me dissocier pour pouvoir accueillir sa colère sans pour autant me sentir agressé, de façon à pouvoir faciliter la résolution du problème. Nous pourrons également choisir nos états internes en décidant de faire des ancrages. La notion d'ancrage est très propre à la PNL. Elle vient de ce qu'on a vu avec Pavlov et la cause à effet entre un stimuli extérieur et un état interne. Ce fameux chien qui entendait la sonnette et qui était content de penser qu'il allait recevoir sa gamelle. Eh bien, la notion d'ancrage, vous la connaissez également avec Marcel Proust et sa fameuse Madeleine. S'il y a 40 ans, je mange une madeleine trempée dans du thé et que je me retrouve dans l'enfance, dans une situation extrêmement agréable, eh bien typiquement c'est un ancrage. La bonne nouvelle, c'est que nous savons que des ancrages sont plus ou moins agréables selon. Si j'ai été mordu par un chien, à chaque fois que je vois un chien courir dans la rue, j'ai un stress par exemple. Eh bien un ancrage désagréable peut être désactivé. Et nous savons fabriquer des ancrages agréables. Si par exemple, je vais avoir besoin de prendre la parole en public et que je suis un peu stressé, eh bien, je vais me faire un ancrage aidant qui m'aidera à gérer mon stress et à pouvoir parler clairement en public. On parlait également tout à l'heure d'atteindre ses objectifs. Eh bien, là aussi, nous savons que les émotions, les états internes sont extrêmement utiles pour atteindre les objectifs parce que comme nous le savons au niveau de l'étymologie, émotion, eh bien c'est ce qui fait bouger les choses. C'est du latin movere au niveau de l'étymologie. Et donc on voit bien que c'est le moteur qui nous permet d'être motivés. Cette notion ancrage, on en a parlé un instant, qui vient d'un VACOG, c'est-à-dire, vous vous souvenez de ce visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif, c'est-à-dire nos 5 sens, et qui déclenche derrière une réponse automatique. Eh bien, nous allons apprendre à fabriquer cette réponse automatique si elle est plus agréable et à la désactiver si nous ne la trouvons pas pertinente et adaptée. Le changement, c'est-à-dire cette définition d'objectif, c'est simplement vouloir passer d'un état présent à un état désiré. Et nous avons un certain nombre de questions qu'on peut se poser pour savoir comment je vais faire pour avoir toutes les chances au plus, pour avoir toutes les chances pour obtenir l'objectif que je me suis fixé. Bien, entre autres, nous identifierons quelles ressources je dispose et qui permettent de dépasser un certain nombre d'obstacles. Mais on se posera également des questions concernant, par exemple, les inconvénients, c'est-à-dire, après avoir atteint l'objectif de l'état désiré, n'y a-t-il pas des inconvénients à avoir atteint cet objectif? Et les identifier avant nous évitera de nous retrouver dans la situation où on pourrait être amené à regretter d'avoir atteint un objectif parce qu'on n'avait pas anticipé tous les inconvénients. Si typiquement je décide de déménager pour trouver un pavillon merveilleux en banlieue d'une grande ville, eh bien ça peut être extrêmement agréable, mais si je me retrouve avec 4 heures de transport le matin, eh bien c'est un inconvénient majeur qui ne me paraît pas raisonnable, donc d'atteindre l'état désiré. Il faudra que je trouve
un autre objectif plus raisonnable. Nous l'avons vu tout à l'heure, une expérience, un fait, nous ne pouvons pas ne pas lui donner du sens. Et nous sommes responsables du sens que nous donnons aux choses. Un fait extérieur, je vais lui donner du sens. Quand un ballon de football roule dans l'herbe et passe sur une ligne de plâtre, je peux en faire un sens extrêmement agréable en disant « Ah, ben c'est formidable, nous avons mis un but ». Et si je suis dans l'équipe adverse, eh bien le sens va être tout autre et je vais me retrouver de façon très triste. Et j'aurai donc une émotion tout à fait négative. Si cette expérience se répète plusieurs fois, eh bien je pourrais avoir une conclusion qui va m'amener à une croyance. Si je conduis par exemple et que pour une raison X, je crée un premier petit accident, mais que si rapidement, pour une mauvaise raison, j'ai un deuxième petit accident, je pourrais avoir la croyance limitante que je suis un mauvais conducteur et que il vaudrait mieux que j'arrête. Ce qui est dommage, c'est que parfois les croyances vont être aidantes et que parfois elles seront limitantes. Et là encore, c'est important de les identifier pour pouvoir garder celles qui sont aidantes et faire évoluer celles qui sont limitantes. Voilà, donc nous avons vu un certain nombre de points sur cette PNL et je vais donc vous présenter maintenant le parcours. Ce parcours est constitué de trois grands rôles, de trois grands parcours. Le premier, c'est ce qu'on appelle le praticien 1, qui est essentiellement orienté vers comment je communique avec moi, avec les autres et avec le monde. Le praticien 2 est un parcours qui est plus orienté sur le changement, c'est-à-dire de lever, de prendre conscience que les choses peuvent évoluer quand elles ne me conviennent pas, et elles peuvent évoluer pour être encore plus puissantes quand elles me conviennent. Ensuite, il y a un parcours de maître praticien qui, lui, va nous apprendre à lever les obstacles, c'est-à-dire à apprendre à gérer les résistances qui parfois nous empêchent de pourquoi, alors que j'en ai très envie, je n'arrive pas à arrêter de fumer, pourquoi, alors que j'en ai très envie, je n'arrive pas à perdre quelques kilos, par exemple. Et là encore, il y a des outils extrêmement précis qui permettent de travailler sur les croyances limitantes. Pour pouvoir être ensuite maître praticien, il faut avoir refait un parcours gratuitement dans le praticien 1 ou dans le praticien 2, de façon à revivre un certain nombre de présentations en étant une aide pour ceux qui découvrent ce praticien. Et donc, le rôle de personne ressource permet de prouver qu'on a vraiment intégré les présupposés de la PNL. Et de façon, encore une fois, à avoir un peu de recul sur ce parcours, on demande à chacun de rédiger un mémoire d'une vingtaine de pages dans lequel la personne va montrer qu'elle a compris et qu'elle a intégré ces présupposés de la PNL et un certain nombre d'outils qu'elle a appris à utiliser et qu'elle est capable de les intégrer dans sa vie quotidienne. Voilà, j'en ai fini avec cette présentation et je vais donc me tenir maintenant à votre disposition pour tout simplement vous aider à répondre à vos questions. Voilà. Et donc, si vous le souhaitez, vous pouvez dès maintenant taper des questions et nous allons pouvoir ensemble, je vais essayer d'y répondre au fur et à mesure de ces questions qui apparaîtront. Et donc, je reste à votre disposition pour cela.